Les responsabilités encourues, donc voilà le titre de l'intervention que Valérie Sebag et moi-même, il nous a été donné de traiter. Voilà un titre à la fois attractif et mystérieux. Pourquoi attractif? Parce que dès qu'on parle de responsabilité, en général, tout le monde est intéressé. Les potentielles victimes, qui sont d'abord en général à l'affût pour savoir si elles pourront éventuellement être réparées de leur préjudice, et puis les éventuels coupables aussi qui redoutent d'être sollicités pour indemniser des dommages pour lesquels ils s'estimeraient en tout cas trop éloignés ou étrangers. Alors on le voit, la responsabilité parle à chacun de nous dans nos sociétés modernes qui sont bâties précisément sur la responsabilité, peut-être devrions-nous dire sur l'indemnisation. En effet, pour chaque événement positif ou négatif, il y a nécessairement un responsable, un débiteur, et ce responsable doit être connu, et puis telle est ainsi la vie moderne. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne tolère plus les situations sans explication et sans responsable. Donc la sage et fataliste formule de nos grands-mères « c'est la faute à pas de chance », aujourd'hui, elle n'est plus admissible. On veut des responsables. Et pourquoi le terme « responsabilité encourue » est également mystérieux? Tout simplement parce que lorsqu'on y réfléchit, on a désigné finalement un certain nombre de personnes, sans savoir exactement lesquelles, qui pouvaient être déclarées responsables des agissements d'un malade atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est ce que nous allons essayer de déterminer dans un premier temps. Quelles sont les personnes qui doivent réparer un dommage qui a été fait par un malade, et éventuellement dans quelles conditions cette responsabilité peut être engagée. On le voit assez rapidement, on s'aperçoit que la première personne à laquelle on pense, c'est le malade lui-même. Il a causé un dommage, mais il est sans doute aussi responsable. Mais en cherchant bien, on va voir qu'il y a aussi d'autres personnes autour de lui qui l'entourent, qui s'en occupent, et qui seront sans doute aussi amenées à réparer le dommage du malade. C'est ce que l'on appellera les tiers. Alors, lorsqu'il est question de responsabilité, on ne va pas se limiter à identifier une personne, quel est le responsable, mais c'est en réalité s'interroger sur la question du patrimoine, et notamment lorsqu'on parle de responsabilité, vous l'avez compris, on recherche une indemnisation et une solvabilité. Qui dit responsabilité dit indemnité, et qui dit indemnité dit patrimoine, et il va bien falloir désigner au final la personne ou le patrimoine qui devra assumer les réparations des préjudices qui ont été causés par le malade. On va donc principalement ici, vous l'avez compris, raisonner en termes patrimoniaux, c'est-à-dire en termes financiers, même si on n'exclut pas l'intérêt de la personne elle-même, mais on l'a abondamment abordé avant nous. Nous serons donc plus centrés sur cette question davantage financière et patrimoniale. Alors on n'a pas ici la prétention d'être exhaustif ni parfaitement technique. Simplement, on a l'occasion avec vous, qui êtes les différents intervenants à la fois du soin et de la prise en charge de la maladie, de réfléchir et de faire un tableau aussi complet que possible des personnes responsables d'un dommage qui serait causé par un malade. Alors tout naturellement, on va essayer d'envisager deux hypothèses successivement. D'une part, la responsabilité du malade lui-même, et d'autre part, dans un deuxième temps, la responsabilité des tiers qui s'occupent du malade. On commence par le malade. Alors, je vais essayer de ne pas vous abreuver d'articles du Code civil ou de règles trop techniques, juste quelques articles qui sont fondamentaux pour vous poser les choses. Traitons du malade répondant seul sur son patrimoine. Le malade atteint de la maladie d'Alzheimer peut, par ses actes, causer dommage à autrui, et dès lors se pose la question de la réparation de ce dommage. Cette réparation peut être demandée sur plusieurs fondements, c'est-à-dire sur plusieurs textes juridiques, à commencer par celui de la responsabilité personnelle, qui peut être appliqué à l'encontre d'une personne dénuée de la conscience de ses agissements. Alors, le principe de la responsabilité personnelle. L'article 1382 du Code civil, siège de la responsabilité personnelle, sanctionne la faute dommageable commise par une personne. Et par une décision du 16 novembre 1999, le Conseil constitutionnel a conféré à cette responsabilité une valeur constitutionnelle. Toute faute causant un dommage à autrui engage la responsabilité de son auteur. Or, Arnaud vous le disait, cette réparation se traduit en termes d'indemnisation financière. La personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, mais ce serait vrai pour une personne atteinte d'une autre maladie affectant sa conscience, devra donc répondre sur son patrimoine des dommages causés par elle, et peu importe qu'elle soit ou non placée sous un régime de protection tel la tutelle ou la curatelle. Comme toute personne, elle est dotée de la personnalité juridique et dispose d'un patrimoine
patrimoine composé d'un actif et d'un passif, l'actif assurant, le cas échéant, sa solvabilité. Une personne reconnue incapable et placée sous un régime de protection peut donc être reconnue responsable personnellement, car si elle ne peut exercer elle-même ses droits, ou si elle ne peut exercer elle-même l'ensemble de ses droits, elle en demeure titulaire. Et c'est pourquoi on parle d'incapacité d'exercice. Alors, il peut paraître étonnant aux non-juristes qu'une personne juridiquement incapable puisse être reconnue comme responsable. L'explication se trouve dans les conditions de la responsabilité telle qu'elle est encourue sur le fondement de l'article 1382, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de l'article 1382, c'est-à-dire de la responsabilité du fait personnel, suppose la faute de l'auteur, fait générateur de la responsabilité, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Une faute, au sens de l'article 1382, peut être définie comme une transgression du devoir général de ne pas nuire à autrui, une erreur de conduite. Lorsque l'auteur du dommage se trouve être une personne démente, la question se pose de sa faute. Peut-on reconnaître fautive une personne qui n'a pas la conscience de son acte? Jusqu'à la seconde moitié, même au-delà de la seconde moitié du XXe siècle, le droit français consacrait une conception subjective de la faute civile. La personne, pour être reconnue responsable, devait avoir conscience de ses actes, son comportement devait pouvoir lui être imputable, l'imputabilité se distinguant de la capacité. Les personnes privées de raison étaient civilement irresponsables. La loi du 3 janvier 1968, relative à la protection des personnes incapables, a, de façon d'ailleurs assez paradoxale, introduit dans le Code civil un nouvel article, au terme duquel celui qui a causé un dommage à autrui, alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation. Il résulte de ce texte nouveau, enfin nouveau en 68, qu'un majeur ayant causé un dommage sous l'empire d'un trouble mental peut être reconnu responsable. Mais il faut bien comprendre que si le discernement a cessé d'être une condition de la mise en jeu de la responsabilité, l'absence de discernement à elle seule n'est pas une cause de responsabilité. Une telle solution reviendrait à reconnaître la personne privée de raison comme responsable de tous les dommages par elle causés, et même en dehors d'une erreur de conduite. Pèserait alors sur elle une responsabilité plus lourde que celle pesant sur une personne en pleine possession de ses facultés intellectuelles. La responsabilité de la personne dite démente demeure donc subordonnée à la preuve d'une faute au sens civil du terme, c'est-à-dire une erreur de conduite. La personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui par sa faute cause un dommage, verra donc sa responsabilité engagée de la même façon qu'une personne douée de raison. Cette évolution, sévère pour les personnes atteintes dans leur faculté mentale, s'explique par la volonté de protection des victimes et le développement de l'assurance qui assure leur indemnisation. Alors, dans cette première hypothèse, on vient de voir en fait que le malade est responsable juridiquement et civilement de ses actes, et il en répond sur son patrimoine, c'est-à-dire c'est lui qui doit indemniser la victime. On peut voir une deuxième hypothèse, toujours à propos du malade, c'est d'envisager l'hypothèse dans laquelle le malade n'est pas seul au monde souvent, et il est entouré de personnes avec lui. Ces personnes, au début, de manière assez matérielle, s'occupent de sa vie courante, et puis finalement seront tentées d'organiser un peu plus cette protection. On l'a vu tout au long de la journée, c'est ce que nous avons décidé d'appeler finalement ces protecteurs, et on a vu essentiellement qu'il y avait deux grandes catégories de protecteurs, les protecteurs qu'on pourrait appeler de droit commun, c'est-à-dire ceux que la loi désigne, et puis parfois la loi désigne un protecteur un peu plus spécial, c'est ce qu'on verra dans un deuxième temps, c'est-à-dire les protecteurs qui se trouvent dans le cadre stricto sensu conjugal, c'est-à-dire l'époux ou l'épouse de la personne qui est mise en difficulté. Alors si on se tourne tout d'abord vers les protecteurs de droit commun, on l'a vu tout au long de cette journée, il y a des protecteurs désignés par la loi, et on pense essentiellement au tuteur ou au curateur. On vous a expliqué, je n'y reviens pas, que le tuteur, par définition, représente et se substitue à la personne, alors que le curateur, au contraire,
conseille et assiste la personne, il intervient aux côtés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans tous ces cas, l'article qui a été déjà cité, qui est l'article 425 du Code civil, nous donne un cas général d'ouverture. Finalement, ces mesures de protection prévues par la loi, elles s'adressent à qui? Elles s'adressent, on l'a dit, à une personne qui n'est plus en état de manifester sa volonté. Pourquoi? Parce qu'elle a une atteinte à une altération, à ses facultés mentales ou corporelles. Et on le voit, ce qui est intéressant, c'est que le droit nous donne un cadre général pour désigner un tuteur ou un curateur qui s'applique de fait aux malades d'Alzheimer, mais pas que. Il n'y a pas d'ouverture spécifique à la maladie d'Alzheimer, c'est une atteinte, une altération aux facultés mentales ou éventuellement aux facultés corporelles. Alors, dans un premier temps, on voit que, et Valérie Sebag vient de le rappeler, le malade, même s'il est malade et qu'il n'a pas parfois conscience de tous ses actes, reste responsable juridiquement de ses actes. C'est la différence entre le fait d'avoir des droits et des responsabilités, la capacité de jouissance, puis la capacité d'exercice, le fait de répondre de ses actes personnellement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce protecteur que nous venons d'énoncer, c'est-à-dire le tuteur ou le curateur, il n'est pas responsable sur son propre patrimoine des actes ou des agissements ou des fautes de son protégé. C'est-à-dire qu'il va l'épauler dans une action en justice. Le malade, par exemple, blesse quelqu'un, la procédure sera faite contre le malade et contre le tuteur, étant entendu que c'est le patrimoine du malade qui répond de ses agissements et non pas, bien entendu, le patrimoine du tuteur. Et puis on a vu également aussi, tout au long de cette journée, qu'il y avait une autre possibilité de désigner un protecteur, qui est par voie conventionnelle. C'est la possibilité de désigner, par ce que l'on appelle un mandat de protection future, la personne qui jouera ce rôle, si ce n'est que la différence ici, cette personne sera désignée par le malade ou le futur malade lorsqu'il est encore en état de se poser cette question. Ce qui est intéressant de voir à travers ces protecteurs, c'est qu'on s'aperçoit en réalité que ces protecteurs ne sont pas là pour répondre sur leur patrimoine, ils n'apportent pas une garantie financière à la victime, ils sont là en revanche pour gérer le patrimoine lorsqu'ils s'adressent à ses intérêts patrimoniaux, à aider la personne, le cas échéant, dans les actions ou les reproches qui lui seront faits. J'aimerais m'arrêter sur un autre point, qui est la possibilité pour un protecteur, parfois de ne pas être désigné classiquement, comme on l'a vu par la loi, le tuteur, le curateur, ou désigné par le malade, c'est-à-dire ce que l'on appelle le mandat. Mais de temps en temps, et on en a insisté là également tout au long de cette journée, on a pensé qu'il était plus simple et plus logique que le protecteur soit choisi par la personne qui est juste à côté du malade, c'est-à-dire son conjoint, bien entendu si le malade est marié. Et très souvent on nous dit, finalement, plutôt que de recourir à la tutelle ou à la curatelle, restons dans un cadre conjugal et demandons à l'époux ou à l'épouse qui est valide et qui est bien d'aider, grâce aux règles qui existent en matière de mariage, la personne dans l'accomplissement de ses actes et de sa responsabilité. Je vous prendrai, pour être bref, 3 hypothèses. La première hypothèse qu'on peut envisager, vous savez qu'il existe à l'article 212 du Code civil ce que l'on appelle un devoir de secours et un devoir d'assistance quand on est marié. On peut voir peut-être à travers ce devoir-là de secours et d'assistance l'hypothèse pour le conjoint qui est valide de venir aider parfois l'autre conjoint qui est malade en essayant de l'empêcher d'avoir tel comportement dangereux ou en essayant de l'assister si par hasard une action en justice est intentée contre lui. Ce matin, le professeur Noguero citait également ce que l'on appelle le régime primaire. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des articles du Code civil qui s'appliquent à tous les gens mariés, quel que soit le régime matrimonial, que vous soyez marié en communauté, en séparation de biens, ces règles s'appliquent à tous les gens mariés. Il est intéressant de voir qu'un certain nombre de dispositions permettent à un époux d'aider l'autre par ce que l'on appelle de la représentation judiciaire, de l'assistance judiciaire ou des mesures urgentes. C'est intéressant parce que j'aurais tendance à dire, je passe sous le contrôle de magistrats notamment, que c'est une mini-tutelle mais sans la tutelle. C'est-à-dire que vous devenez en quelque sorte le tuteur de votre mari ou de votre femme sans passer véritablement par ce que l'on a vu, le certificat circonstancié, l'audition du malade. C'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cadre familial. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, lorsqu'on est marié, on est mieux protégé, en quelque sorte, par les événements de la vie que si on ne l'était pas. Alors, je vais être un peu iconoclaste une seconde. Est-ce à dire, du coup, que lorsqu'on est pacsé ou lorsqu'on est concubin, on est moins bien protégé? Je vous réponds oui, on est moins bien protégé ici. Pourquoi? Parce que ces articles, ils sont applicables à des gens mariés.
mais pas des gens pacsés et pas des concubins. Alors, je ne vais pas, bien entendu, porter de jugement de valeur sur les gens qui décident de ne pas se marier, peu importe. Simplement, j'observe, voilà, qu'il y a une différence de traitement. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je vais être là aussi encore un peu provocateur, mais les personnes âgées qui sont malades, elles sont souvent mariées, parce que ce sont nos parents, nos grands-parents, ils étaient plus traditionnels que nous. Mais n'oubliez pas que vous et moi, nous sommes les vieux de demain et peut-être les malades de demain. Et peut-être que vous et moi, on n'est pas mariés ou de moins en moins mariés, et souvent en concubinage et en pax. Ce qui est intéressant de voir quand on est marié en communauté, c'est que si par hasard l'un des deux conjoints est malade d'Alzheimer et n'est pas protégé particulièrement sous tutelle ou sous curatelle, commet une faute, il agresse quelqu'un dans la rue, il blesse quelqu'un dans la rue, eh bien qui c'est qui va payer cette agression? C'est la communauté. C'est-à-dire en fait que les deux époux, sur leurs biens, puisqu'ils sont en communauté, vont payer. Ce qui revient à dire que la faute du malade, elle va être payée par le malade, mais elle sera aussi payée sans doute par son conjoint qui n'y est pour rien. Vous me voyez glisser doucement vers la deuxième partie de notre exposé. Il y a des cas où vous allez devoir réparer le dommage du malade alors que vous n'y êtes pour rien, et c'est la responsabilité des tiers. Merci. Ça s'appelle le mariage quand même, oui, dans votre exemple. Alors, voyons maintenant ce qu'il en est de la responsabilité des tiers. Lorsqu'une personne atteinte d'un trouble mental cause un dommage, à elle-même ou à un tiers, alors qu'elle se trouvait placée sous la surveillance d'une personne ou d'un établissement, eh bien ces derniers peuvent voir leur responsabilité mise en jeu. Être responsabilisé, ça veut dire, excusez-moi, se voir imputé. Or, cette responsabilité peut être de nature délictuelle, mais aussi, et nous allons le voir tout d'abord, de nature contractuelle. Dans une affaire assez médiatisée, qui a donné lieu à une décision du 15 novembre 2011, un pensionnaire hébergé dans une maison de retraite avait, durant la nuit, porté des coups mortels à un autre pensionnaire. Et la responsabilité de la maison de retraite fut mise en cause. L'arrêt précité du 15 décembre 2011 est un arrêt, pour nos juristes, particulièrement riche d'enseignements, car la Cour de cassation envisage les deux types de responsabilités, contractuelle et extra-contractuelle. Et tout d'abord, la Cour de cassation refuse d'engager la responsabilité délictuelle de l'établissement au motif que l'auteur des coups mortels, étant hébergé à la maison de retraite, les Opalines en l'espèce, en vertu d'un contrat, la Cour d'appel a retenu à bon droit que cette dernière ne pouvait être considérée comme responsable au titre de l'article 1384, c'est-à-dire sur un fondement extra-contractuel. Les établissements de soins sont effectivement unis à leurs pensionnaires généralement par un contrat, et ce contrat inclut ce qu'on appelle une obligation de sécurité. Eh bien, dans notre affaire de 2011, la Cour de cassation refusa de reconnaître la responsabilité contractuelle de l'établissement. Elle a déduit des faits qui lui étaient rapportés que la maison de retraite, certes, était tenue de l'obligation de surveiller les pensionnaires qui lui étaient confiés pour éviter qu'ils ne s'exposent à des dangers ou y exposent autrui, mais qu'elle n'avait commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage. Et la Cour précise qu'elle refuse d'engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1147, qui est le siège de l'obligation de résultat. Alors, l'obligation de résultat, c'est une notion technique, mais elle a ceci de particulier qu'elle engage le débiteur à un résultat précis, ce dernier ne pouvant alors échapper à sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère. Donc, en ce qui concerne la responsabilité contractuelle, il faut retenir de cette décision que si la responsabilité contractuelle n'a pas été retenue en l'espèce, parce que ces conditions n'étaient pas réunies, le principe même de cette responsabilité a été admis. Voyons ensuite ce qu'il en est de la responsabilité du fait d'autrui. Il a toujours été admis en droit français qu'une personne, enfin toujours, depuis le Code civil en tout cas, qu'une personne peut être responsable du dommage causé par une autre, par un tiers. De fait, le Code civil envisageait les cas de responsabilité du fait d'autrui, mais il les envisageait comme autant d'exceptions au principe de la responsabilité du fait personnel, la responsabilité pour faute. Et les quelques cas envisagés par le Code en 1804 reposaient sur une présomption de faute du responsable pour autrui,
le parent ayant commis une faute dans la surveillance de son enfant, le commettant ayant mal dirigé son préposé, l'artisan ayant mal surveillé son apprenti. Mais cette responsabilité du fait d'autrui a connu depuis la fin du XIXe une évolution sensible. Tout d'abord, les cas particuliers ne reposent plus nécessairement sur la faute du responsable. Ensuite, la jurisprudence a reconnu l'existence d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui, en dehors des cas prévus par le législateur, et sur le fondement d'un texte, l'article 1384, alinéa 1er, qui jusque-là n'avait la valeur que d'un texte de transition, annonçant les cas spéciaux qu'il suivent. Et c'est le fameux arrêt Blick, rendu le 29 mars 1991, que tous les juristes connaissent, qui marque cette évolution. Dans cette espèce, un handicapé mental, placé dans un centre éducatif, avait provoqué un incendie. La Cour de cassation a considéré que cet acte permettait l'engagement de la responsabilité de l'association qui en avait la surveillance sur le fondement de cet article 1384, alinéa 1er. Et elle a d'ailleurs par la suite confirmé sa jurisprudence en appliquant le principe général de responsabilité du fait d'autrui aux services éducatifs qui accueillent des mineurs en danger. Ces services éducatifs, sont désormais responsables des dommages causés par les mineurs sur le même fondement. Alors, la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui a largement étendu la liste des personnes pouvant être responsables du fait d'autrui et bénéficiant à ce titre, ou plutôt susceptibles de voir peser sur elles la présomption de responsabilité. Cette liste des personnes pouvant être responsables a cessé d'être limitée aux personnes visées par les responsabilités spéciales, telles les parents, les commettants, les instituteurs, pour être étendue aux personnes unies à l'auteur du dommage par un lien particulier. Nous allons voir, il ne s'agit pas de n'importe quel lien, mais un lien particulier. Désormais, toute personne, physique ou morale, peut être responsable du dommage causé par un tiers, dès lors qu'elle a accepté de prendre en charge l'organisation du mode de vie de ce tiers. Il apparaît donc qu'un établissement de soins, de repos ou de retraite, mais aussi une association, peuvent voir leur responsabilité engagée du fait du dommage commis par un de leurs pensionnaires. Alors revenons à l'affaire qui a donné lieu à la décision du 15 novembre 2011, affaire dans laquelle un pensionnaire hébergé dans une maison de retraite avait porté des coups mortels à un autre pensionnaire. Nous avons vu que la responsabilité contractuelle avait été invoquée. Mais la responsabilité délictuelle, c'est-à-dire hors contrat de la maison de retraite, a également été invoquée. Et elle le fut sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er. La question de l'application de ce texte aux représentants légaux ainsi qu'aux parents intéresse particulièrement notre sujet, puisqu'il s'agit de savoir si le représentant légal d'une personne atteinte aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer peut ou non se voir reconnaître responsable du dommage causé par cette dernière. Or, nous touchons là un point délicat. Une décision du 25 février 1998, rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a formellement exclu l'application de l'article 1384, alinéa 1er, à l'administrateur légal du majeur en tutelle. Mais depuis, cette solution a été contredite par un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 28 mars 2000 au sujet de la responsabilité du tuteur d'un mineur dans une affaire où un adolescent avait blessé mortellement un camarade en jouant avec une carabine, cela alors qu'il habitait avec son beau-père qui était le tuteur désigné par le conseil de famille. La Cour de cassation, ici, a considéré que le représentant légal, le tuteur, le beau-père, avait accepté, en qualité de tuteur, la garde du mineur et la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie, et qu'il était par conséquent civilement responsable de ces derniers, sur le fondement toujours de notre article 1384, alinéa 1er. Donc, par cette décision d'ailleurs, la Cour de cassation a étendu la responsabilité
au-delà des personnes morales et des seuls professionnels, ce qui était le cas à l'époque, en 2000. Il résulte de cette jurisprudence et de celle qui l'a suivie que tout organisme ayant pour mission d'organiser, de contrôler et de diriger l'activité des personnes dont il a la garde peut engager sa responsabilité sur la base des articles 1384, alinéa 1er du Code civil, pour le fait dommageable causé par celle-ci. La responsabilité du fait d'autrui repose donc sur la notion essentielle de garde, tout d'abord sur l'organisation, la direction et le contrôle du mode de vie de l'auteur du dommage, mais aussi depuis quelques années sur le contrôle ponctuel de l'activité d'autrui. Elle est un régime particulièrement protecteur pour la victime, car le responsable qui voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, ne peut s'exonérer que par la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime. Il faut aussi mentionner, pour que vous en compreniez l'intérêt, que la responsabilité du fait d'autrui permet aussi d'assurer à la victime l'indemnisation de son préjudice face au risque d'insolvabilité de son auteur. Un dernier point pour conclure, si vous le voulez bien. Si vous avez suivi notre raisonnement, c'est aperçu d'abord que le malade lui-même, lorsqu'il commet un acte grave, est responsable sur son patrimoine, donc il doit payer. On vient de voir que lorsque quelqu'un s'occupe du malade, une maison particulière, éventuellement qui l'encadre, eh bien, si cette maison commet une faute dans la surveillance, ou en tout cas on estime qu'elle n'a pas, qu'elle a failli à son obligation de garde, elle sera responsable sur son propre patrimoine parce qu'on l'estime responsable. J'aimerais voir avec vous un dernier point en poussant le raisonnement jusqu'au bout. Est-ce qu'on pourrait envisager que quelqu'un soit responsable d'un dommage causé par un malade alors que cette personne n'a commis aucune faute? Vous me voyez venir un peu vite, c'est quoi? C'est le cadre de l'assureur responsabilité civile. Finalement, l'assureur, c'est celui qui va devoir payer le dommage que vous avez causé, alors que l'assureur n'a commis aucune faute, si ce n'est bien entendu qu'il est là pour ça, il est là pour payer. Alors, est-ce que ça marche pour un malade, l'assureur responsabilité civile? J'aurais tendance à vous dire oui, mais on va y mettre quelques interrogations éventuelles ou pas. Tout d'abord, le principe en droit, vous le savez, c'est que normalement, on ne peut pas assurer une faute que l'on appelle intentionnelle. Si on assure un acte qui n'est pas intentionnel, par définition, il est assurable, mais dans la mesure où l'acte est intentionnel, eh bien la compagnie d'assurance aura tendance à vous dire je n'assure pas cet acte parce que la faute est volontaire et que ça sort de mon champ, puisque ça voudrait dire qu'il suffit que je me lève dans la rue et que j'ai une rixe volontaire, eh bien je sais que ce n'est pas moi qui paierai les dommages, puisque l'assureur est derrière. Donc devant cette quadrature du cercle, on s'aperçoit que la question qu'on pourrait se poser concrètement, puis on en discutera peut-être si vous avez le cas échéant, si vous le souhaitez, c'est est-ce qu'on peut estimer qu'un agissement d'un malade qui, on vient de le dire, parfois n'a pas de discernement, est-ce qu'on peut estimer que du coup cette absence de discernement lève le caractère volontaire de la faute et obligerait en quelque sorte l'assureur à devoir payer, puisqu'on serait face à un acte qui n'est pas volontaire parce qu'il n'y a pas de discernement, donc qui entraîne la garantie? Alors je laisse la question ouverte, j'aurais plutôt tendance à vous dire apparemment oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être alors envisager une parade pour l'assureur qui essaierait de en quelque sorte se retirer, puisqu'on sait que l'assurance responsabilité civile n'est pas obligatoire, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à peut-être une évolution un peu plus forte? C'est-à-dire que l'assureur pourrait dire éventuellement aux malades ou aux responsables des malades « Je veux bien assurer cette personne en responsabilité civile pour les actes qu'elle commet, mais je vais vous imposer un certain nombre de conditions restrictives de manière à ce que je sois tenu d'indemniser la victime, mais parce que moi-même j'ai délimité mon risque. » Je m'explique. Par exemple, ne pourrait-on pas dire « J'assure un malade atteint de la maladie d'Alzheimer en responsabilité civile, mais j'impose dans mon contrat avec le malade un certain nombre de conditions, comme par exemple, j'estime que ce malade est dangereux, eh bien, je ne souhaite pas l'assurer s'il ne sort pas accompagné, par exemple. Bon, sous-entendu, il sort accompagné a priori comme un dommage, je l'assurerai. S'il n'est pas accompagné, je pourrais dire c'est une exclusion de garantie. Est-ce qu'on pourrait même aller plus loin et envisager cette même question à l'égard d'établissements? Vous êtes un établissement qui recevait des malades, est-ce que l'assureur ne pourrait pas dire, peut-être, finalement, je n'assure ces établissements que dans la mesure où on prend un certain nombre de précautions, vous séparez par exemple les malades d'Alzheimer avec les malades classiques, de manière à ce que moi je sois sûr que ces gens-là soient dans un cadre sécurisé, et si par hasard ils s'échappent et qu'ils ne sont plus dans ce cadre sécurisé, j'estime que je ne serai pas tenu. Vous voyez que je me contente simplement de soulever des questions, on pourra en débattre. La difficulté de l'assurance, c'est que ça n'est pas dans l'absolu, bien entendu, un jackpot pour la victime, mais c'est quand même un élément important qui permet de réparer un préjudice qui a été commis. La difficulté de notre matière, vous le voyez, c'est laquelle? C'est qu'on est face aujourd'hui à une victime. Cette victime,
elle mérite de l'intérêt puisqu'elle doit être réparée de son dommage. Mais la difficulté qu'on a, c'est qu'on est face à l'auteur d'un dommage qui lui-même, le malade atteint de la maladie d'Alzheimer, mérite une compassion. Et là, le droit, il est un peu embêté parce qu'il a deux personnes finalement méritantes. L'auteur du dommage qui est sans doute excusable ou excusé, mais qui quand même doit être responsable, et en même temps, la victime qui doit être réparée. Eh bien, vous voyez que dans cette difficulté ici supplémentaire, en termes de compassion, le choix est difficile à arbitrer. Ceci étant, nous étions au bout du raisonnement. Vous avez vu qu'il y a plein d'autres possibilités pour la victime, fort heureusement, d'être indemnisée sans que cela porte véritablement préjudice aux intérêts patrimoniaux du malade. Merci.